donc poursuivre avec la présentation du même sujet pour savoir comment se passent les choses en Espagne, en voyant un petit peu ce qui se passe là-bas et quelle est la réglementation en la matière. Donc, Raquel, c'est à toi. Merci. Merci à tout le monde de continuer à nous écouter juste après ce repas. Donc, on n'en avait pas parlé, mais au fur et à mesure que j'ai écouté la présentation précédente, je crois que je vais répéter certaines choses. J'ai organisé mon présentation en quatre grands blocs. Le premier bloc, vous allez voir que la diapositive est très proche. Sur le contexte, je continuerai avec quelques chiffres, l'impact sur le parc des logements et les sources et les données qui nous permettent d'analyser les choses. Le troisième bloc qui est distinctif et qui vous permettra de mieux comprendre les grandes différences existantes entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Espagne, les compétences, les alternatives, les échelles. Et dans le dernier bloc, je vous présenterai quelques exemples, des exemples assez distincts entre eux pour que vous compreniez comment est-ce qu'on aborde les choses. Et, et si j'ai le temps, je terminerai par quelques conclusions. Donc, si vous voyez que je dépasse le temps qui m'est imparti, vous me le dites et c'est très utile pour moi. Donc, sur cette première diapo, on voit que c'est assez similaire à celle de la présentation précédente. On voit ici des informations prises de la presse du début du 21e siècle et des extraits de presse de cette année 2024. Et donc, un peu la lutte, la guerre qui s'est déclarée entre l'invasion des touristes, du touristique dans le secteur du logement, c'est pas récent, c'est un sujet qui est présent en Espagne en tout cas depuis un certain temps et qui est localisé sur certains ces territoires depuis encore plus longtemps. Donc, les trois actualités que j'ai prises dans la presse ce sont des infos qui viennent des Baléares. Donc, effectivement, ce sont des îles, le territoire est très limité et c'est vrai que ça fait plus longtemps qu'ils sont sensibles à ce problème, qu'ils ont vu émerger ce problème et qu'ils ont détecté le besoin, la lutte entre le besoin de logement, la demande en matière de logement et l'invasion des meublés touristiques. En 2001, à Ibiza, il parlait déjà des problèmes les problèmes qui le plus préoccupaient les habitants des îles, c'était justement le logement. Ils avaient pris conscience de l'extension limitée de leur territoire et puis la gestion de leur patrimoine, l'équilibre entre le patrimoine construit et le patrimoine naturel ont fait que l'administration des Baléares ont mis en place une écotaxe qui était perçue sur toutes les nuitées touristiques et qui permettait un petit peu de faire face aux problèmes posés par la présence de ces touristes au niveau des grandes lignes stratégiques des politiques publiques. Donc, je crois que dans toutes les communes, quelle que soit la couleur politique, c'est une chose qui a duré 2, 3 ans à peu près. Si on regarde ce qui se passe actuellement, le plus significatif, c'est qu'il y a des manifestations contre le tourisme. Et elles ont eu lieu aux Canaries, aux Baléares, sur les territoires où en fait les plus grandes ressources est constituée par le tourisme. Il y a eu vraiment des manifestations contre ce secteur qui les alimente parce que le secteur ne l'ignorait plus, il ne nourrit plus la population, mais l'étouffe littéralement. Et je crois que également à Madrid, donc un quartier de Madrid qui s'appelle Lavapiés, où il y a eu également des manifestations.
Donc, c'est pas un problème, c'est pas un nouveau problème, c'est pas un problème émergent, c'est plutôt un problème qui a évolué et qui maintenant est perçu comme quelque chose de totalement déséquilibré, comme quelque chose de hors de contrôle. Et quand on a parlé du programme d'aujourd'hui avec Hélène, je lui ai dit que les meublés touristiques ont toujours fait partie de la relation de la population par rapport au tourisme. Moi, je me souviens d'être allée au Baléares à une époque où il n'y avait pas encore Internet. On arrivait par l'aéroport ou en bateau et les gens venaient offrir des locations chez les particuliers. Donc, et voilà, il faut être conscient que souvent, ce qu'on a sont des problèmes endémiques qui prennent une nouvelle forme et on n'est pas capable quand on n'est pas capable d'y faire face. Donc, sur cette diapo, on, on voit un petit peu le- ce qui concerne les caractéristiques du parc du logement en Espagne. C'est donc le poids relatif du parc des résidences secondaires et des logements vides, c'est-à-dire qui ne sont pas les résidences principales. Donc l'importance de ce secteur, de cette partie. Et vous voyez ici ce qui s'est passé avec l'augmentation. Le- qu'est-ce qui s'est passé quand on a changé l'affectation du parc de logement? Est-ce que des logements qui n'étaient plus occupés par leurs habitants, qui n'étaient plus des résidences principales, donc 35%, ici on voit que 35% du parc construit depuis 2011 a été à d'autres usages, qui ne sont pas de résidence principale ni. euh, et donc, Entre 1950 et 1980, on a une configuration du modèle territorial espagnol, et c'est là qu'on voit apparaître un petit peu l'augmentation, l'agrandissement des villes. Les villes sont en pleine croissance, et c'est là qu'on voit apparaître également le poids important des logements vides. Et c'est lié tout à fait à l'exode rural. Il y a beaucoup de logements ruraux qui sont vides. Et ensuite, on a eu le décret Boyer qui prévoyait une, un crédit d'impôt et sur quand les logements vides étaient mis en location. Donc, cette politique a mené en Espagne à des choses qui ne sont pas du tout positives en ce qui concerne l'accession à la propriété d'un logement. Donc, je voulais vous donner quelques chiffres en disant, en expliquant un petit peu quel est le problème qui va m'intéresser le plus, le, le- le- l'Institut national des statistiques qui fait un recensement des logements, par exemple. C'est pas suffisant pour établir une réglementation, les recensements de logements. Donc, je vais me centrer spécifiquement sur les logements secondaires et surtout sur le phénomène des meublés touristiques. Ce sont des logements qui sont euh, au sein du patrimoine résidentiel dans un tissu urbain qui est habité normalement. Et on ne change pas leur usage, mais on les utilise comme hôtel. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Mais si, je, je crois que effectivement, donc si on regarde un petit peu l'impact quantitatif, l'impact quantitatif est peut-être pas trop important, l'impact des mobilités touristiques sur l'ensemble des logements. Par contre, il y a un impact économique et social de cohabitation très important. Cela mène à faire même craquer les coutures dans certains quartiers. Donc, de quoi on parle exactement ici? Vous avez le nombre total de logements, 26 millions pour les chiffres de 2021. Les résidences principales qui sont occupées toute l'année représentent 70% du parc total. Les logements en location
sont près de presque 3 millions, près de 3 millions, c'est-à-dire 16% des résidences principales. Ensuite, on a l'équivalent, les logements d'usage, les usages d'usage non principal, donc 30% du nombre total. Ensuite, c'est les logements qui sont utilisés, habités de façon sporadique, c'est 9% du total. Et ensuite, les meublés touristiques, on a trois chiffres, 2020, 2021, 2024. Donc, l'effet de la pandémie, on voit l'effet de la pandémie là, puisque probablement il y avait plus de meublés touristiques avant la pandémie, ça a descendu et maintenant c'est remonté. Donc on voit que le poids sur le total du parc est très peu important, c'est 1,2%. Par contre, ce qui est très important, c'est l'évolution de ces meublés touristiques et surtout certains territoires. Et il faut dire que, comme, comme avec les exécutions hypothécaires, ce qu'on disait ce matin, on n'avait pas suffisamment de chiffres, et alors que le phénomène était en pleine croissance, en plein essor, on n'avait pas la possibilité de mesurer vraiment ce qui se passait. Avec les meublés touristiques, ça a été la même chose. C'est vrai qu'il y a certains territoires euh, où les communautés autonomes, oui, les communautés autonomes ont leurs instituts des statistiques, donc ils ont des chiffres. Il y a certains endroits où on a des données, par exemple à Barcelone, la métropole de Barcelone a des données là-dessus. Mais pour l'ensemble de l'Espagne, ce qui concerne les meublés touristiques, on n'avait rien, on n'avait rien. Ce que faisaient les organismes, c'est de chercher des données sur les plateformes Airbnb. Et depuis 2020, c'est-à-dire assez récemment, l'Institut national des statistiques espagnoles a mis en place une statistique expérimentale et il a mis en place un recensement de ces meublés touristiques et sur la carte. La carte est très, très, très proche. Je vais pas m'étendre là-dessus puisque l'intervenant précédent a beaucoup parlé des différences entre le littoral et l'intérieur, etc. Et c'est exactement la même chose ici. En Espagne, je crois que les touristes sont tous les mêmes. Donc, pour que vous puissiez voir quelle est l'intensité et ce que signifie un territoire limité, regardez le cas des îles Baléares et le cas des îles Canaries. Donc, ce processus est distinct, car n'a pas la même évolution en fonction du territoire sur lequel il se développe. Donc, en chiffres généraux, si on regarde de façon générale, on n'a pas l'idée de ce qui se passe vraiment. Et euh, sans vouloir détailler vraiment ce qui se passe dans toutes les régions d'Espagne, je vais prendre trois ou quatre cas avec trois ou quatre échelles pour que vous voyez quelle est l'évolution entre 2021 et 2024. Je vous disais donc que dans le cas espagnol, la croissance en 2 ans et demi, c'est 14,6%, c'est énorme. Et si on regarde les communautés autonomes qui ont leur propre gouvernement, vous voyez que les écarts sont très importants. On a 11,8 à Madrid, en Catalogne, ça descend, et en Andalousie, ça monte, ça augmente de 30%. Si on regarde ce qui se passe dans trois villes qui appartiennent à ces trois communautés, la ville de Madrid, qui est la capitale de la province, on a une croissance de 9%, mais c'est un peu moins que la communauté. À Barcelone, on a une diminution énorme. Et à Séville, ça augmente plus que dans la communauté autonome d'Andalousie. Et cela répond à des dynamiques très particulières et à des politiques et aux politiques qui sont mises en place, au marché également, qui sont très différents d'un endroit à l'autre. On arrive à la troisième partie, le troisième bloc, dans lequel je voulais vous parler de l'organisation de tout cela sur le territoire espagnol. Vous savez que nous avons trois échelles.
chacune avec son niveau de compétence, trois ou quatre niveaux. Pour la communauté autonome du Pays Basque, Euskadi, ou pour les Baléares, on a une échelle équivalente à celle de la province, puisqu'on a les diputations au Pays Basque et les conseils insulaires, qui sont les conseils euh, locaux dans les Baléares. Mais pour le reste, on a trois échelles, trois niveaux. La Constitution espagnole définit donc quel est le niveau qui a la compétence de chacune des compétences. C'est vrai qu'il y a des territoires assument des compétences spéciales au-delà de celles d'autres communautés. C'est le cas au Euskadi et en Catalogne. Au Pays Basque Nord, le Sud par exemple, et en Catalogne. C'est vrai que je suis la première voisine, non, la deuxième voisine, et je viens de la capitale, du centre du problème, et j'ai donc une vision centralisée. Mais je ne sais pas si c'est très bien vu. Mais bon, je ne peux pas l'éviter. Je parle un petit peu de ce que je perçois, et donc les territoires sont différents. Donc, comme vous le voyez ici, la compétence, le niveau de compétence par rapport à l'aménagement en matière touristique et du logement, c'est la communauté autonome, le niveau régional. L'État assume d'autres compétences qui peuvent influer, mais euh, pas beaucoup. Dans le cas, par exemple, de ce qui nous intéresse ici, c'est le tourisme. Euh, qui est lié aux finances générales, c'est-à-dire la fiscalité et l'impôt sur le revenu. Euh, En Euskadi, c'est établi au niveau de l'État et c'est pas facile c'est assez compliqué pour une communauté autonome ou une mairie de mettre en place des taxes particulières. Donc, en ce qui concerne les mairies, on a donc tout ce qui concerne tout ce qui concerne la législation civile, les locations urbaines, la propriété horizontale est entre les mains de l'État au niveau de Madrid. Donc, euh, l'organisation, la structure de propriété de chaque immeuble et le foncier également. Mais ce qui est le plus important, le noyau, le cœur du problème, c'est la compétence régionale. Ce sont elles qui légifèrent sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire et le logement. Donc c'est ce niveau, le niveau régional, qui vont réglementer les meublés touristiques. Les meublés touristiques ne sont pas les mêmes à Madrid qu'en Andalousie, qu'aux Baléares. Et est-ce que ça fait sens? Je pense que quelquefois, oui, Madrid n'était pas une communauté autonome où le tourisme était une activité économique essentielle. Sur le littoral méditerranéen, dans les Baléares, oui, c'était le cas. Mais chaque communauté autonome peut promouvoir les domaines qu'elle juge comme structurels. Et ensuite, elle peut établir des priorités entre ces différentes euh, et d'établir une demande, euh, d'établir des politiques différentes en fonction de qu'est-ce que définir également ce que c'est qu'un meublé touristique. Mais ça débouche sur un petit peu une situation de folie pour les bailleurs eux-mêmes. Donc définir ce que c'est qu'un meublé touristique ou logement d'usage touristique, comme on les appelle en Espagne. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que j'occupe un espace physique qui a été défini comme résidence habituelle, mais je le transforme en hôtel, mais sans service d'hôtel. C'est ça la définition. Donc, cette distinction que je suis en train de faire, quand on arrivera à la réglementation à Madrid, on verra que c'est important. Après avoir défini ce que c'est qu'un meublé touristique, ce que c'est qu'un hôtel, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut avoir
ces logements. Les communautés autonomes vont établir les conditions du service. Est-ce qu'ils doivent avoir un service de chambre comme les hôtels, s'il y a un ménage tous les jours, etc. Et cela permet de faire que l'objet final que je suis en train de définir va ressembler davantage à une résidence secondaire ou va ressembler davantage à un hôtel. Et ça, c'est bien la communauté autonome qui le définit. Et cela permet de limiter ou non la prolifération de certaines activités. Il y a également des conditions, des éléments qui conditionnent l'établissement des tarifs. Ce qui fait partie de la compétence régionale des autres régions autonomes, ce sont donc les démarches nécessaires pour mettre en place, pour déclarer un meublé touristique. Euh, à condition qu'on considère que la meublé touristique est une activité économique liée au tourisme. Ce n'est pas un logement qu'on peut utiliser de temps en temps pour une résidence principale et d'autres de temps en temps pour elle s'est louée comme un meublé touristique, par exemple. Donc, et quelles sont les compétences des mairies dans toute cette structuration législative des compétences? La mairie a un rôle très important puisque c'est la mairie qui décide du plan d'urbanisme, le PLU. Qui dépense en Espagne, en France, c'est le PLU, en Espagne, c'est le plan général d'aménagement urbain, le PGOU. Et donc, ce PGOU définit le modèle urbain et c'est ce qui décide s'il est possible ou pas de changer les usages résidentiels vers des usages plus rentables. Et ça, c'est toujours prévu par la mairie, puisque les usages, le mélange des différents usages au sein de la commune est défini par la mairie. Et à Madrid, on a un propriétaire d'un immeuble, il peut arriver et dire, euh, il peut modifier un immeuble d'habitation, un immeuble résidentiel en hôtel si cela est permis par la réglementation municipale. Et donc, la mairie peut protéger l'usage résidentiel d'un immeuble ça dépend de la loi qui a été choisie pour essayer de contrôler ce processus dans des endroits où il n'y avait pas de couverture régionale et dans ceux où c'était le cas. Donc, comme je vous le disais, cette définition du modèle qui permet de changer le passage d'un usage à l'autre et récupérer une plus-value, justement, et réemployer cette plus-value, réinvestir cette plus-value dans la politique du logement. Bon, donc, on a l'implantation des différents usages au sein d'un même espace et au sein de la même commune. Et les mairies ont un autre outil entre les mains qui sont les permis urbains. C'est les permis de construire, les permis de modification et les permis d'entamer une activité une fois que le logement a été réaménagé, par exemple, ou rénové. Donc, c'est la mairie qui ont la clé de ces permis et qui peuvent donc contrôler un petit peu ce qui se passe au niveau des meublés touristiques. Donc, quand on va arriver au cas précis, aux exemples, on verra que c'est pas toujours le cas. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques exemples que choisis dans toute l'Espagne pour voir ce qui se passe. Donc, en Andalousie, l'Andalousie a modifié récemment ses dispositions juridiques en matière de meublé touristique, ce qui oblige la ville de Séville à réadapter un peu sa gestion de ce type d'établissement. Vous voyez ici sur que la régulation est différente, mais le distinctif qui doit être apposé en bas de chaque immeuble est différent. En Andalousie, vous avez AT, au Pays Basque, vous avez VT, et ces régions donc obligent tous les activités à identifier. Et donc cela demande
un permis, il faut demander un permis de changement d'usage. Et une fois qu'on a obtenu ce permis, il est obligatoire d'apposer cette affichette et d'identifier les immeubles concernés. Donc, il y a depuis, ça c'est le cas depuis 2018. À Bilbao, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des logements touristiques dans les immeubles, mais sur les âges les plus bas, les étages les plus bas de l'immeuble, c'est-à-dire euh, au plus haut, au premier étage ou au rez-de-chaussée ou en dessous, et établir des restrictions non seulement sur les meublés touristiques, mais également sur d'autres usages qui sont compris comme touristiques dans les vieux quartiers et les vieilles villes. Cela signifie qu'ils essayent de contrôler le fait qu'il n'y ait pas des commerces de souvenirs qui s'installent sur tous les rez-de-chaussée. Parce que la Catalogne et la communauté de Madrid sont certainement les cas que je veux développer le plus en détail. Donc, les chiffres à Madrid, pour que vous sachiez un petit peu où on en est. Donc, ici, on a 86%. Donc, vous voyez que les résidences principales dans la capitale, il y a beaucoup de demandes de logements permanents, de logements. Donc, le pourcentage des euh, résidences principales sont plus élevées dans tout l'État et également les logements en location, 86% à 24%. Par contre, le meublé touristique, je crois qu'on était près de 1% pour l'État espagnol. Donc, à Madrid, c'est proche, c'est très proche. Et puis, pour les usages sporadiques, sont moins importants également. Les derniers chiffres qui ont été fournis par la mairie, qui et entre les mains d'un parti de droite, parti politique de droite, donc sur le phénomène des meublés touristiques par rapport à la ville de Madrid. Donc, la mairie déclare que sur les 13 500 meublés touristiques reconnus par la mairie, uniquement 941 ont un permis. C'est le cas actuellement, hein. Ce sont des chiffres à jour. Cela signifie que plus de 90% des meublés touristiques sont en activité de façon illégale ou en tout cas allégale. Et donc, je suis pas juriste, mais c'est quand même important, hein, parce que c'est inutile de mettre en place une réglementation si en fait elle n'est pas appliquée. Un autre chiffre sur 158 000 lits touristiques sont 30% est concerné par des meublés touristiques. Euh, sur- donc ça signifie, on a donc une augmentation de 41% des meublés touristiques et 65% des lits, des places touristiques qui sont créés dans la ville, qui ont été créés dans la ville, sont des meublés touristiques. C'est donc très important parce que l'impact et le développement est absolument incontrôlable. Depuis que ce problème a été identifié 2016-2017, il y a eu trois gouvernements municipaux. Vous pouvez voir ici l'évolution des meublés touristiques. VUT, Vivienda de Uso Turístico, c'est les meublés touristiques, hein. Donc en 2017, on avait 8 000 meublés touristiques. En 2021, on en avait 15 000. Et en 2024, on est à 16 000. Donc, la première tentative de réglementation a consisté premier point, suspendre les permis pour les nouveaux hôtels et les nouveaux meublés touristiques. Numéro 2, mettre en place un plan d'inspection pour savoir ce qui se passe vraiment avec ces meublés touristiques. Donc, ça a été un effort important de la part de la mairie, mais ça a posé des problèmes également parce que on était en pleine politique d'austérité, donc il y avait très peu d'inspecteurs pour le nombre, pour volume de meublés touristiques. Et on a mis, oui, il reste 5 minutes, d'accord. Et
On a donc commencé la rédaction du plan spécial. Les gouvernements suivants ont poursuivi la réflexion sur la réglementation, puisque la réglementation n'était pas efficace. Celle qui était mise en place en 2019 n'avait pas fonctionné, puisque la plupart des meublés touristiques restaient illégaux. Et donc, il y a eu une nouvelle suspension des permis délivrés par la mairie. Et la grand débat, le grand problème actuel à cette époque, c'était de convaincre les techniciens, les politiques, la classe politique que ces meublés touristiques n'étaient pas un usage résidentiel. C'est-à-dire, eux, ils disaient que c'était un usage tertiaire. Il fallait que ce soit considéré comme une place d'hôtel. Donc, on ne pouvait pas y appliquer une réglementation liée au logement. Et donc, ça a permis d'avancer un petit peu, mais la portée du plan spécial a été très limitée. Ensuite, il y a eu une réglementation régionale et le propriétaire devait faire une responsabilité, une déclaration sur l'honneur en disant que son logement était habitable, c'était enregistré et terminé. Donc, quand le plan spécial a été définitivement approuvé, il y avait un volume de meublés touristiques qui n'avait pas demandé d'autorisation puisque c'était pas demandé, c'était pas obligatoire. Donc, quoi faire avec ces 14 000 meublés touristiques illégaux? Et donc, euh, actuellement, c'est un problème sans solution et qui est un peu dans une voie sans issue pour l'instant. Ici, vous avez la stratégie qui est prévue par le plan spécial. Donc, elle prévoyait euh, trois régimes en fonction du nombre de meublés touristiques. Effectivement, là où il y avait plus de meublés, c'était au centre, et plus on va vers la périphérie, moins la densité était importante. La réglementation était plus stricte, là où il y avait plus de meublés touristiques. La deuxième action, c'était de dire c'était pas la même chose de passer d'un usage non résidentiel à un usage hôtelier et que d'un usage résidentiel non occupé à un usage hôtelier. En fonction de l'usage primaire, l'opération était autorisée ou non. Et la troisième chose qui avait été proposée, c'était de restreindre l'installation des meublés touristiques aux parties de l'immeuble ou disposant d'un usage indépendant. C'est-à-dire que l'escalier ne pouvait pas être partagé avec les habitants à l'année de l'immeuble. Et cela ne concernait ni la ceinture 2 ni la ceinture 3. C'est plutôt le secteur 1 hein, qui était concerné. Donc, à Barcelone, très vite, en Barcelone, donc, ils ont mis en place une réglementation beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse. Les chiffres sont assez similaires. C'est effectivement la ville qui a le plus de meublés touristiques, mais on les a vus diminuer de façon très intense depuis ces 5 dernières années. Donc Barcelone, ce qui a mis en place un plan d'urbanisme spécial qui définissait des zones. Dans chacune des zones, ils ont établi le nombre de meublés touristiques, le nombre d'établissements hôteliers, et stade, combien d'auberges étaient autorisées et ils les établissaient si dans chaque zone, le secteur pouvait croître ou pas. Parce qu'il y avait certaines zones complètement saturées et il fallait décroître hein, plutôt que croître. Donc, en fonction des zones, la réglementation est plus ou moins stricte. C'est donc un pari sur l'avenir beaucoup plus intense et en fonction de ce qui se passe, c'est pas uniquement changement d'usage, mais là, ils ont vraiment essayé de limiter, d'éliminer des meublés touristiques. À Madrid, il y a pas cette volonté de supprimer des meublés entre eux. Donc, et la dernière chose en Catalogne, c'est que il y a eu un décret-loi, un décret qui prévoyait des mesures d'urgence
qui passait donc. Et donc, les permis sont délivrés pour 5 ans, ils sont donc caducs. Et ensuite, on publie une liste des mairies qui sont sous tension au niveau du logement ou qui sont soumis à un risque de saturation touristique. Et dans ces communes, on applique spécifiquement cette législation, cette réglementation. Pour conclure, je crois que la réglementation euh, d'urbanisme, réglementation municipale d'urbanisme est efficace, mais elle est d'autant plus efficace qu'elle est accompagnée par une boîte à outils, par une certaine fiscalité, par un contrôle des gens qui doivent s'enregistrer, qui doivent venir s'enregistrer. Aussi, la copropriété peut donner son accord pour que l'un des propriétaires mette en place un meublé touristique dans l'immeuble. Dans la copropriété sont donc toute une série de mesures qui accompagnent la réglementation et qui sont susceptibles de contribuer à réglementer les choses. Donc la volonté politique et la diversification territoriale sont essentielles, sont des éléments essentiels. Mais c'est vrai que la situation peut être assez distincte et donc il faut absolument euh, avoir une vision multiple en fonction des régions. Il y a une nécessité de coordination entre les trois niveaux administratifs de l'État, de la région et des mairies. On a ensuite qu'il y ait une coordination non seulement de la réglementation, mais également de la gestion, une coordination entre les niveaux sur la gestion des usages, de la délivrance des permis, la mise en place des inspections, les décisions de fermeture ou de clôture en cas de dysfonctionnement. Il faudrait également mettre en place un observatoire qui puisse observer ce qui se passe en permanence. Et en dernier lieu, c'est vrai que c'est un cas très particulier, le cas de Madrid, mais c'est vrai que les choses ne fonctionnent pas si on n'applique pas une vision liée au temps et une vision complexe. On ne peut pas réglementer avec un caractère rétroactif. Je crois que la situation à Madrid ne va pas pouvoir être résolue si on ne décide pas ce qu'on va faire avec ces 14 000 meublés touristiques. Selon la mairie, c'est un usage tertiaire. Pour la communauté de Madrid, c'est différent. Bon, bref. Et donc, ce sont des choses vraiment essentielles. Je crois que j'ai dépassé mon temps de 3 minutes. Donc, désolée, je m'excuse. Désolée. Merci beaucoup.